Il y a des rencontres qui inexorablement s'accompagnent d'une danse. Il y a des vies passées à danser, ou plutôt des vies qui se dansent davantage qu'elles ne se racontent. L'enfance est cette femme qui bouge et qui déjà trace dans ses envolées, ses impulsions, ses lancées, des déferlantes qui seront à l'image de toute une vie, qui nous projettent sur ses chemins. Danser, c'est donc d'abord une invitation reçue de maman qui dit « Tu peux bouger ton corps différemment et n'essaie pas de te conformer ». Un bras qui s'enfuit, une jambe qui décolle, qui révèle l'imposture du corps, des pieds qui freinent la vitesse obligée du temps. Les sens s'évadent, se répandent et plus rien ni personne ne pourra les rattraper. Il faudra en réinventer. Danser devient résister, vivre, poétique. Et soudain, il nous faudra marcher différemment. On s'entendra dire « J'aurais aimé m'arrêter là, mais ce ne sera plus possible, car c'est le corps qui commande. » Au micro, ce sera le corps et le souffle de Frédéric Gravel. Lorsqu'il parle, Frédéric Gravel conjugue une voix glissante à la puissance des corps qui se fuient et se désirent, qui se séduisent. La danse est charnelle et usually beauty fills. Dans le studio C, après la deuxième porte à gauche, les mouvements du corps découpent ce qui doit être dit. Ce sont des corps qui laissent des traces, des corps qui tiennent en haleine, qui nous soufflent ce que de la vie nous ignorions jusqu'ici. Aux côtés de Gravel, il y a Brianna Lombardo. C'est une partition qui surgit de l'écriture des corps qui répètent. C'est la vie qui demande à être répétée, que l'on multiplie les prises. Et alors, on peut faire mieux, on peut faire différemment, éviter de déraper, de se péter la gueule, chérie. À nouveau, danser l'un pour l'autre, dans un corps à corps. Mais Gravel prend le micro, nous regarde et souffle que l'amour nous déchirera à nouveau. On se surprendra à danser pour dialoguer. Et bientôt, Frédéric Gravel volera nos micros pour parler tout bas de ce que nous sommes, de ce que nous pourrions être. Et bientôt déjà, il faudra tout recommencer sur un air de rock, réapprendre à bouger avec des membres disloqués. Réapprendre à bouger après l'échec, la défaite, avec ses contradictions. Ce sont des vies plurielles qui occupent nos corps et qui parlent en même temps. Frédéric Gravel aurait voulu être journaliste. Ce sera l'objet d'un prochain numéro, superposé à un devenir de danseur-rocker habitué au changement de costume. Ce sera une émission chorégraphiée. À 2 et à 3, nous changerons de partenaire. Frédéric Gravel vous regarde dans les yeux, au temps présent. Vous êtes déjà là. C'est lui qui pose les questions. Vous avez été invité pour danser, répéter la vie, vous effondrer pour mieux vous relever. Vous entendrez le rythme des désirs tenants. Ce sera une invitation à vivre et marcher différemment. À la dernière seconde, juste avant que les corps ne se ferment, on dira « Ainsi parlait Frédéric Gravel ». Et en quittant le studio, on surprendra nos ombres collées au plancher continuant à danser. Voilà une invitation à rompre les ficelles qui nous enserrent. Bientôt, nous serons Zarathustra, des êtres qui voguent au-dessus des considérations, des danseurs sans lacets. Ah, comment je dirais ça? C'est très bizarre qu'est-ce qu'on élit comme étant de la danse et qu'on trouve pas si bizarre. Pourquoi on élit ce geste-là comme étant « Ah, ça bon, ça danse, ça va ». La danse, c'est toujours un peu... Ça change toujours beaucoup l'espace autour. De voir dans un endroit un peu random comme ça, tout d'un coup, 150 danseurs qui font toute la même chose ensemble. Habillés ensemble dans un espace. C'est comme l'espace devient totalement chamboulé. Ne serait-ce que par l'action qui est faite ensemble. Donc, je sais pas trop si c'est l'endroit qui est bizarre ou c'est plutôt la danse qui est bizarre dans cet endroit-là. Alors que dans un théâtre où est-ce qu'on vient voir de la danse, on dirait que on est un peu prêt à recevoir cette abstraction-là. Aux frontières de la danse.
avec la deuxième porte à gauche, qui est la maison de production que j'ai fondée avec d'autres chorégraphes, d'autres amis, il y a 13 ans, 14 ans. On a fait beaucoup de projets in situ, en fait. Donc, on a fait des projets dans les parcs, on a fait des projets dans les vitrines du magasin Simons, sur la rue Sainte-Catherine, dans un bar de danseuses nues. J'ai chorégraphié un solo pour une fille qui faisait la pole acrobatique, mais qui dansait comme stripper dans ce club-là. Donc ça, c'est des endroits un peu bizarres, qui changent vraiment le contexte. Et tous les enjeux sont complètement différents. Quand on se retrouve dans une vitrine, les gens y passent rapidement. Donc c'est comme si un spectacle qui dure 8 secondes. Ça mène complètement une autre idée. Et dans un bar de danseuses nues, un bar de stripper, ben là, c'est connoté. Même si tu fais pas quelque chose de sexuel, en même temps, t'es dans un endroit où est-ce que, bon, c'est tout l'enjeu bascule. Donc c'est l'intérêt de l'in situ. En fait, on se rendait compte que dès que quelque chose avait l'air beaucoup d'être de la danse, ça dégravait beaucoup le spectateur. Il se disait tout de suite, ah, c'est de la danse, donc ça va. Il était plus en danger sur de pas comprendre ce qui se passe. Il disait, ah, c'est un danseur, il danse. Et tout d'un coup, il se désintéressait, en fait. Et dès qu'il voyait un danseur faire un truc qui a l'air assez engagé physiquement, mais on sait pas trop qu'est-ce que c'est comme. Est-ce que c'est un style de danse ou est-ce que c'est une action performative ou est-ce que je sais pas trop. Là, on dirait que ça attirait le regard et les gens restaient beaucoup plus longtemps à regarder ce genre de choses-là. Le goût de la danse. J'ai pas eu le temps d'avoir envie de danser, moi. J'ai pas eu une première fois où j'ai eu envie de danser parce que ma mère est professeure de danse. Quand j'avais 2 ou 3 ans, je dansais. Non, j'ai pas pris une décision. C'était comme un truc c'est génétique, en fait. C'est sûr que ça allait arriver. Après ça, l'envie de danser, disons, en dehors de ce contexte-là, ou de faire mes projets à moi, c'est venu pas mal plus tard. C'est venu plutôt quand j'avais peut-être 19 ans, et que j'ai vu des spectacles de danse contemporaine, puis... mais je voyais cette espèce de liberté dans la forme. Tout semblait être possible. J'ai l'impression que le chorégraphe, il avait une grande latitude de choisir complètement la forme, l'ambiance, même pas les outils, mais le vocabulaire. C'est-à-dire il n'est pas obligé de dire la danse, ça se fait comme ça. C'est comme... avec le classique ou quoi que ce soit, ou même en musique, il y a comme des gammes, il y a des trucs, il y a comme on se réfère quelque part. Mais tout d'un coup, pour moi, la danse contemporaine, c'est l'endroit où est-ce qu'on pouvait faire vraiment quoi que ce soit. Et c'est super attirant. Après ça, quand on le fait, on se rend compte que c'est un peu vertigineux. Au-delà de la technique. J'avais pas tant que ça envie de danser, en fait. Je me voyais pas tant que ça être le performeur. Je me voyais beaucoup plus être le metteur en scène, chorégraphe. Mais si tu fais ça, si tu rentres dans l'autre, il faut comme que tu rentres dans l'autre dans une volonté de faire quelque chose. Avec. Ou sinon, c'est juste la volonté de crisser l'autre à terre. J'avais l'impression que j'étais trop loin de cette maîtrise-là que je voyais sur scène, en fait, chez les danseurs. Et, donc je me voyais pas danseur. J'apprenais à le faire du mieux que je pouvais, mais clairement, j'avais pas les outils techniques, tout ça. J'étais un peu en retard là-dessus au niveau de la technique. Mais comme j'étais un gars, puis il n'y en a pas des masses d'hommes à l'école en danse, ben là, ils tolèrent un peu plus. On accepte la maladresse un peu, ou le manque de technique chez les hommes. Alors que chez les femmes, la compétition est plus grande. Et j'allais devenir meilleur danseur, mais j'allais pas avoir le niveau de ce que c'est qu'être un danseur. Cela dit, après, c'est toujours des trucs qu'on a dans la tête, ça. En fait, c'était un super outil de création d'être un très mauvais danseur, parce que ça m'obligeait à trouver plein de choses. Comment rendre moi en solo intéressant, alors que j'avais aucune virtuosité. Je pense que ça m'a vraiment poussé à être créatif, en fait. Donc ça a été un bel outil, c'est un bel outil chorégraphique d'être un mauvais danseur. Mais je suis pas tout seul à dire ça, là. J'ai pas inventé le concept. Je pense que même pour un compositeur, ça peut être un bon outil de pas être un virtuose,
d'un instrument parce qu'ils voient la musique autrement tout de suite. C'est comme comment rendre ça intéressant et pas dans le seul segment de la performance incroyable. Je l'ai dit, bon, ça n'empêche pas d'être un super chorégraphe même si t'es un virtuose, je crois pas. Mais bon, c'est pas mon cas. Dans mes spectacles, des fois, des critiques reviennent sur le fait que j'ai un corps atypique pour un danseur. Parce que moi, je suis un peu long, en fait. Je suis un long danseur, je suis vraiment pas souple. J'ai pas les jambes dans le front, ça arrivera jamais. Donc, c'est déjà ça, c'est atypique parce que c'est pas être performant sur les standards normaux. Donc, tu vas être performant sur d'autres standards. Maintenant, les danseurs qui sortent des écoles sont assez bien outillés parce que justement, ils font du ballet, mais c'est pas l'unique standard. C'est comme tout ça pousse vers d'autres sphères. Si j'étais à faire un projet d'école professionnelle en danse, ça serait un énorme défi, en fait, de savoir où est-ce qu'on s'en va et comment faire des artistes intéressants. Un danseur, pour moi, c'est un artiste. Il faut arrêter de le voir comme un outil au service d'un autre artiste, qui serait le chorégraphe. Et son projet artistique, c'est lui qui danse, en fait. Et je crois que le chorégraphe devrait toujours voir ça comme ça, et respecter ça, et pousser ça, en fait, et faire un échange. C'est pas tant le ballet, des fois, qui nous freine là-dedans, ou la vision du ballet, que la vision de dire que l'artiste, c'est le chorégraphe, et les autres sont des outils qui doivent être capables de faire quoi que ce soit au service de l'idée. Et c'est peut-être plus facile de voir ça qu'en ballet parce qu'en fait, il y a un vocabulaire partagé. Et donc, les danseurs peuvent être un peu davantage vus comme des outils puisqu'ils savent performer ce vocabulaire partagé-là. Mais moi, c'est pas un truc que je connais beaucoup, le ballet. J'ai presque jamais travaillé avec des danseurs de ballet. L'artiste engagé. Pour moi, un artiste engagé, c'est pas quelqu'un qui a une cause. Tu te poses jamais, en fait. T'es jamais posé, t'es toujours en recherche, en mouvement et en train de pousser l'idée. Pour moi, ça, c'est être engagé. Être engagé dans sa pratique, c'est ne rien prendre pour acquis et toujours creuser, toujours pousser et toujours chercher à être plus pertinent avec ce qu'on fait. Pour moi, ça, c'est l'engagement. Après ça, dans mes œuvres, peut-être faire attention au discours que je porte. Est-ce que je suis en train de... Et ça, c'est l'engagement aussi. Est-ce que je suis en train de recréer ou revaloriser des choses qui sont déjà valorisées, des statu quo ou des formes d'oppression? Est-ce que je suis en train de les rejouer, de les reproposer et en plus les reproposer de façon très agréable et sexy parce que c'est ma job de faire des choses plaisantes? Est-ce que je suis en train donc de réenfoncer des modèles d'oppression, ne serait-ce que dans les relations hommes-femmes ou des modèles dominants? S'il y a un message qui revient constamment, moi, c'est vraiment c'est toujours de rester actif et de trouver des manières de continuer à se surprendre et continuer à rester vivant et actif. Et c'est ça pour moi la création, mais c'est ça aussi être spectateur. Je suis toujours en train de créer des façons de pas complètement bercer le spectateur. Je veux que ça soit très actif comme façon de recevoir l'œuvre. Peut-être que ça, c'est ma façon d'être engagé. De rester toujours dans l'idée que je voudrais bien que les spectateurs soient toujours bien conscients de ce qui est en jeu. Comment je dirais, là, j'emprunte ça à Henri Laborie, je sais pas si on dit un neurobiologiste, qui a écrit des livres fascinants, super brillant. Il trouvait ça bizarre que quand on s'engage dans une cause, souvent on se désengage, c'est-à-dire que la cause existe déjà et on se met au service de la cause. Donc on pousse sur une cause. Et c'est bizarre parce que souvent dans ce cas-là, c'est un très grand désengagement parce qu'en fait la cause existe déjà et on fait seulement que militer. Donc on devient un vecteur ou un outil d'une cause. On utilise le mot engagement pour l'armée. Quand on s'engage dans l'armée, c'est comme un engagement, mais c'est le plus grand désengagement en fait, parce qu'on est dans l'armée, on est complètement soumis aux ordres, donc on n'est plus en train d'avoir un libre arbitre. Donc cette espèce de... C'est un drôle de mot, l'engagement, parce que ça peut vouloir dire une chose et son contraire. Mais c'est vrai que des fois, il y a des œuvres qui ont c'est des œuvres militantes, en fait.
et elles galvanisent quelque chose, mais la cause elle est déjà entendue, donc elles servent un peu plus à motiver quelque chose. C'est quelque chose qui devrait toujours être un petit peu en train de courir après, idéalement. La musique. La meilleure idée au monde, ça serait d'avoir des musiciens live dans mes spectacles parce que je porterais un autre message et ça serait super vivant et ça serait engagé dans l'instant. Ça nous obligerait à être engagés dans la performance parce qu'on pourrait pas se reposer sur une trame, on serait dans la musique un peu Improvisé. ouais, ou semi-improvisée, où tout ça ramènerait l'idée de l'instantanéité et aussi la présence du musicien comme un humain qui est dans une action, en fait, une action concrète et qui amènerait quelque chose de concret aussi, parfois dans un art qui peut rapidement tomber dans une grande abstraction. Donc je pourrais dire a posteriori, voici la meilleure idée, mais en fait ça s'est passé un peu autrement. J'étais davantage musicien que danseur quand j'ai rentré à l'université en danse, et mon frère était à l'université en écriture musicale. En fait. Et donc on s'est côtoyés dans nos études, on se partageait beaucoup d'infos et d'inspiration, on écoutait constamment de la musique, et j'ai commencé à travailler beaucoup à partir de la musique comme chorégraphe. Et m'en servir comme trame sonore ou comme canevas concret pour juste concrétiser les choses que je trouvais un peu abstraites avec la danse, mais ça s'est fait un peu naturellement parce que c'était un outil que je comprenais bien. Cette idée d'avoir des musiciens en direct, je trouvais que ça amenait une énergie vraiment intéressante parce que ça nous mettait dans un autre espace dramaturgique, en fait, qui nous éloignait un peu de la danse-théâtre parce qu'il y avait le musicien qui, lui, n'est pas en train d'être un personnage, il est en train d'être le musicien. Et je crois que ça nous a amené aussi les danseurs à être les danseurs. Donc la musique, elle m'a servi un peu comme d'ancrage, qui m'amenait en même temps dans un autre espace théâtral que je comprenais assez bien, l'espace du concert, en fait. Et on a commencé à dire qu'on faisait des concerts chorégraphiques. Et là, après ça, commencer à s'amuser à écrire de la musique pour le spectacle et pas seulement repiquer des pièces connues et les refaire. Au début, ça a été un peu des esquisses et on a finalement accepté l'idée que ça se pouvait faire une chanson un peu pop avec des paroles et tout ça parce que dans ce contexte-là, ça se faisait et ça concrétisait ou ça formait un peu ça servait de décor ou d'écrin et on dirait que tout d'un coup, ça devenait facile à prendre parce qu'on était comme dans une performance, mais une performance assez courte et balisée qui était le temps d'une chanson. Et ça a un peu créé le rythme de mes œuvres, cette espèce de façon-là d'avoir des pièces musicales que j'ai chorégraphiées. Des fois, de la musique vient en premier, des fois, la danse vient en premier. Et cette espèce de collaboration-là, franchante. J'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui sort de là? Ou des fois, juste d'une conversation, le compositeur arrive avec une pièce musicale. Il fait, bon, mais c'est ça qui est arrivé. Peut-être que tu auras une idée pour aller là-dessus. Ça va avec rien de ce que tu as fait, mais ça va avec la conversation qu'on a eue. Et vice-versa. Avoir une pièce musicale, elle va m'inspirer quelque chose, mais qui va pas avec cette pièce musicale-là. Donc, il va falloir que j'en demande une autre. Donc, c'est une espèce de va-et-vient constant comme ça. Tu pètes la gueule chérie, c'est un show sur le désarroi et j'écoutais de la musique folk, Hank Williams en fait, et Cliff Carlisle qui est comme... Cliff Carlisle, je vais vous faire jouer Cliff Carlisle, alors. C'est beaucoup plus drôle. Cliff Carlisle. C'est un duo des années 20. C'est ça, un duo des années 20. C'est deux voix harmonisées tout le temps. Là, je vais les laisser chanter parce que sinon, c'est pas aussi bon. I'm thinking of the days that I wasted away. There's nothing in life, no joy. I have a little future, nothing to gain. I'm a happy-go-lucky boy. Donc on
voit l'idée. Donc j'écoutais ce genre de musique un peu, tu sais, tristounette, très très concrète pour moi parce que ça ramène à une période loin. Et c'est ça, Stéphane Boucher, qui est celui qui a composé la majorité de la musique pour moi. Je vais vous faire écouter avec quoi il est arrivé. Puis juste pour vous montrer que des fois on a l'impression qu'on se comprend pas tant que ça. Et moi j'étais en train de jouer sur du folk et des trucs comme ça, et lui il m'envoie ce genre de pièce que c'est comme Lady Gaga mais un homme qui chante. En fait on écoutait du folk et lui ça faisait penser à CCR. Et là il y avait la version de CCR de I Put a Spell on You. Et là ça lui a inspiré I'm a Fucking Spell. C'est donc toute cette espèce de truc que j'ai pas compris d'où ça venait. Et là, il a créé ce truc absolument délirant. Et là, il m'arrive avec ça, il dit peut-être que tu peux faire quelque chose avec ça. Et là, moi, je trouvais la musique absolument grandiose. Et on était sur le désarroi et je trouvais ça tellement savoureux parce que c'est un peu too much. Je sais pas trop comment dire. Et je crois qu'il y avait quelque chose d'assez désorienté là-dedans, en fait, cette espèce de désir d'être le pop star ultime, tu sais, à la Madonna, mais en fait, tu sais. Et donc on l'a gardé parce qu'il faut faire quelque chose avec ça et ça m'a comme poussé à faire un solo pour aller avec cette pièce-là. Et c'est devenu un moment super comme important dans le show, en fait, où est-ce qu'on dirait que l'énergie switch, on devient dans quelque chose de beaucoup plus performatif. Au début, tout s'effondre sans cesse et après, l'énergie monte et ça devient comme... Ça finit comme un peu épique, ultra triste, là. C'est pas un spectacle joyeux, tout se pète la gueule, chérie, mais... C'est pas comme si je demandais, voici la danse, maintenant, accompagne-la, s'il te plaît. C'est plutôt un échange. Et des fois, c'est ça. Il m'a amené quelque part que je croyais pas aller avec la mise en scène de ce spectacle-là, mais... C'est pas important que ça soit comme de la danse, et qu'il faut que ça soit que la danse... remporte la joute disciplinaire. Conscientiser la danse. Parfois, on n'a pas besoin de bouger pour être en train de danser vraiment. On a besoin de bouger son attention dans son corps, c'est-à-dire porter attention à des endroits. Et puis pour moi, c'est comme une danse, en fait, qui bouge pas, ou qui bouge un peu à peine. Comme là, je suis assis, puis je me dis, ben, qu'est-ce qui touche au fauteuil? Puis là, je me dis, bon, ben... Là, j'ai l'arrière de mes cuisses, je peux essayer comme de juste faire comme si je poussais, là. Qu'est-ce qui se passe si je pousse dans mon pied? Qu'est-ce qui réagit? C'est quoi la réaction en chaîne? Comment mon corps se réajuste? Ça, c'est comme des danses immobiles que je trouve assez... c'est comme une méditation, en fait. En fait, la façon la plus amusante pour moi de bouger dernièrement, c'est de travailler avec la sensation de l'appui dans les pieds. Et c'est de bouger cet appui, où est-ce que le poids se passe sur le pied et de laisser toute cette transformation-là monter dans le corps. Et ça fait des espèces de lignes, de mouvements. C'est comme si le corps au complet explique d'où vient l'impulsion, en fait. Et donc ça devient très très grand, mais ça part vraiment de tout petit. C'est seulement un petit transfert de poids, mais le corps est tellement plus grand que le pied que ça devient quelque chose de super vaste et ça peut comme s'arrêter quelque part, on peut décider de s'arrêter, on peut le laisser monter. Mais en fait, il faut pousser dans le sol pour que ça se passe. Mais c'est bon parce que ça travaille vraiment sur l'idée de la gravité. Tu peux jouer activement avec la gravité et voir comment le squelette est fait pour ça. Et juste comme pousser, en fait. Donc tu pousses dans le plancher, mais à un endroit très précis. Et tu vois comment la vague peut monter et comment cette poussée-là, ça va se transférer ailleurs parce que tu peux pas pousser sans que quelque chose se passe. C'est seulement cette conscientisation-là, mais c'est aussi de passer par un chemin qui est plus intérieur, donc une concentration, une tâche qui est très intérieure, sachant qu'il va y avoir une forme très visible. Ma chorégraphie peut être très précise, mais en même temps, si j'envoie une poussée,
c'est pas la même chose que je veux mettre mon bras à tel angle très précis. Donc c'est un peu comme ça que je chorégraphie en général aussi, c'est d'essayer de créer quelque chose qui va toujours se régénérer dans l'instant, mais qui va quand même être précis. On n'est pas en train d'improviser, on est en train de faire quelque chose de très précis, mais on sait pas exactement ce qui va arriver. Donc c'est un peu comme jouer, comme jammer du jazz, c'est-à-dire on sait c'est quoi la tonalité, on sait où est-ce qu'il y a un bridge, on sait où on va l'appeler le bridge, mais on sait un peu c'est quoi le canevas, et là on peut jazzer quoi. Donc si je dirigeais des gens à danser, je pense que j'irais vers quelque chose comme ça, plutôt que d'essayer de visualiser une forme. Je me sentirais un peu imposteur de vouloir vraiment proposer des formes, plutôt que de laisser quelqu'un la créer, à partir de mon impulsion. Un état d'hyperconscience. Quand je danse, je suis constamment je pense constamment, en fait, ça arrête jamais. Je suis toujours en train de regarder le rythme, d'écouter c'est quoi le rythme que j'ai avec Danny. Je vais prendre des cues sur lui va prendre des cues sur moi. Mais après ça, est-ce qu'on va vite, est-ce qu'on va pas assez vite? Ça peut être aussi bizarre que de penser que je suis pas sur ma jambe assez, je suis trop sur ma jambe gauche, pas assez sur ma jambe gauche. Ou est-ce que je suis en train de proposer quelque chose avec ma face? Qu'en même temps que je suis trop sévère, mon regard est un peu bizarre, je me complais dans l'émotion. Ou au contraire, là, je suis un peu froid, ça va être un peu bizarre. Et si je danse avec une partenaire qui est comme un duo, quelque chose comme une relation, ben là, est-ce que je la regarde? Est-ce que je regarde la personne assez? Est-ce que je la regarde trop intensément? Est-ce que je suis en train de projeter quelque chose avec mon regard? Je suis toujours en train de faire comme une espèce de scan de où est-ce que je suis présentement? Est-ce que c'est juste? Où est-ce que je devrais être d'après ce que j'ai déjà décidé qu'il fallait que je fasse? On a comme un but, une ligne tracée, mais on le vit dans l'instant. À l'instant, c'est quoi la meilleure réponse pour suivre la ligne que j'ai déjà tracée? Si je suis même en performance en train d'improviser, parce que ça ressemble beaucoup quand j'improvise, je cherche. Et en fait, je pense toujours à ce que je viens de faire. Est-ce que je suis en train de poursuivre? Est-ce que je suis dans la même ligne que ce que je viens de faire? Est-ce que je suis en train de développer quelque chose? Ou est-ce que je suis en train déjà de te proposer quelque chose d'autre? Si je propose autre chose, est-ce que c'est parce que ce que je viens de faire est pas assez intéressant? Ou est-ce que c'est juste parce que je suis pas capable de suivre ma ligne? Donc c'est toujours un espèce de dialogue comme ça. C'est un jugement dans l'instant constant. Quand on danse, on pourrait penser on se vide l'esprit parce qu'on est dans une espèce d'état élevé. Mais moi, quand je danse, je suis dans un état d'hyperconscience. Ce qui fait que ça m'occupe dans l'instant et ça fait que ça me concentre à où est-ce que je suis et j'ai pas besoin de trop de penser à autre chose qu'à ça. C'est jamais off, c'est jamais... je tourne jamais l'interrupteur et jamais arrêté. Le toucher. Le studio de danse, c'est un espace intéressant. C'est comme le dojo en arts martiaux. C'est un espace où tu peux faire des choses que tu ferais pas ailleurs. Dans le dojo, tu peux taper sur la gueule de quelqu'un parce que c'est comme c'est un environnement contrôlé. Quand tu es dans le studio de danse, tu peux travailler une proximité des corps que tu ne travaillerais pas dans un autre endroit parce que justement c'est un environnement contrôlé, parce qu'il y a un projet artistique. Est-ce qu'il y a un plaisir aussi à danser avec quelqu'un en proximité? Et oui, il y en a un. Et il est encore plus intéressant du fait qu'il n'est pas au même endroit que dans un bar où est-ce que tu voudrais danser avec quelqu'un puis être séduisant pour la personne. C'est pas l'enjeu, il est pas là. Il y a que le plaisir de chercher des images, chercher des rythmes, chercher des mouvements, des états, en fait, des états de corps, des états dans une relation de danse. Et donc, c'est comme si on enlève quelque chose et ça nous permet tout d'un coup d'aller vraiment loin. Et c'est super plaisant, parce que c'est comme si on se joue un peu des codes sociaux avec ça. C'est de la permissivité. Et ça, c'est vraiment bien. Et souvent, les danseurs, ils ont cette facilité-là qui se développe vers la proximité physique, justement parce qu'ils ont tellement travaillé ça, qu'ils deviennent comme des maîtres
de cette proximité physique-là. Donc, en général, avec leurs amis, ils sont très à l'aise physiquement parce qu'ils sont tellement habitués qu'ils maîtrisent les codes du toucher, les codes de la proximité physique et de l'aisance là-dedans. Donc, rien qui est awkward. Tout se fait super bien. Donc, il y a ça qui se développe et je crois qu'on n'est pas dans la séduction là-dedans. On est comme dans la permissivité qui existe justement parce qu'il n'y a pas la séduction. Tu peux être très près physiquement de gens, mais ça engage pas les mêmes codes. Ça, j'avouerai que ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est une expérience que pas tant de gens ont. Ils vont l'avoir si tu vas faire un massage ou des trucs comme ça. Tu vas te faire toucher par quelqu'un et tu fais « Ah, nice, je peux me faire toucher par quelqu'un. » Et c'est pas sexuel. Et c'est fou à quel point on n'en a pas tant que ça, des occasions comme ça. Mais quand tu es un danseur, ben t'en as. Ça, c'est clair que ça existe ici. C'est une des belles choses de ce métier. Mais je pense qu'il y a comme une conscience différente. Mais un musicien aurait une conscience différente, ou un photographe va avoir une conscience différente, une sensibilité en fait, ou un sommelier. On développe des choses, et c'est des expériences du monde qui sont décuplées, une sensibilité en fait. Et quand tu es un danseur, il y a une sensibilité au mouvement et au contact et au poids, qui est décuplé, et c'est comme un plaisir de plus. La parole. Pourquoi je parle dans mes spectacles, c'est une bonne question. Des fois, je me dis pourquoi je parlerais pas dans les spectacles. Parce que, en fait, quand j'ai créé des formes courtes, c'est comme s'il y a des trous, en fait, ou des... J'avais pas envie de faire les transitions, j'avais pas envie d'inventer une transition pour deux choses qui ont aucun rapport. Je parle parce qu'il y a de la place, là, pour s'insérer. Quand on va au musée, il y a comme un tableau, puis il y a un autre tableau, mais tu sais, entre les deux tableaux, il y a un mur. On n'analyse pas trop le mur. Il y a un trou entre deux tableaux. Si tu colles tous les tableaux, ça devient comme un peu... Mais après, c'est devenu comme un outil pour faire plein de choses. Puis je me suis rendu compte que ça plaisait. C'est ce qui plaisait le plus dans mon travail. C'était cette ambiance-là, cette approche-là. Plaisait au moins autant que la proposition chorégraphique. Pourquoi je me suis mis à travailler avec Étienne Lepage pour faire des spectacles, c'est que lui, il m'a vu parler, il a vu une façon de s'adresser au public, donc une façon de prendre la parole en performance. Et dans le fond, on s'est mis à écrire des shows qui sont que de la prise de parole dans une performance théâtrale. Donc, sauf qu'une parole au public, et pas une parole entre deux acteurs. Donc, c'est devenu quelque chose comme un outil pour faire le spectacle complet. Mais au début, c'était vraiment parce que j'avais des études et puis parce que je trouvais que j'avais une occasion de le faire, puis ça rendait des choses beaucoup plus sympathiques. Mais je pense que le prochain spectacle, c'est clair que je vais être encore là à raconter mes histoires puis à faire des monologues. En fait. Après la danse. Quand je viens de danser, moi dans ma bande, quand on vient de danser, souvent on va boire de la bière. On va se relaxer. Ouais, c'est souvent après avoir dansé, on dirait que c'est comme la journée est faite. Il y a quelque chose comme la dépense physique qui fait qu'on dirait que tu peux relaxer après. Ça c'est bien. Mais quand on est chorégraphe, en fait, quand on danse pas, on s'occupe de 48 000 autres choses qui sont le métier de chorégraphe. Alors on danse pas si souvent comparé du temps qu'on met à organiser les choses. Merci à Frédéric Gravel. Extraits musicaux tirés des spectacles Usually Beauty Fails, Tous pètent la gueule chérie, de sa dernière création Some Hope for the Bastards, ainsi que de l'album Sons and Jerusalem in My Heart qui a inspiré ce dernier spectacle. Magnéto, balado.com